Bonjour, nous sommes un vendredi et nous sommes le vendredi 1er janvier 2016. Alors, je sais que quand on émerge du sommeil le matin, on est tous très différents. Il y a des gens, je sais, qui ne se souviennent absolument pas des rêves qu'ils ont faits. Moi, c'est différent. J'émerge dans un mélange de perception de la réalité autour de moi et du rêve qui continue. Et puis, j'émerge par une sorte de tri que j'opère entre la partie rêve et la partie réalité. Et les critères sont relativement simples parce que, eh bien, il y a ce qui caractérise le rêve, c'est son absurdité, et ce qui caractérise le monde réel dans lequel j'émerge, c'est le fait qu'il a une certaine rationalité, il y a une certaine, voilà, une continuité. Dans mon rêve, je me dis, ah oui, j'étais dans un avion, et puis en réalité, cet avion, c'était plutôt un camion qui était sur une autoroute aux États-Unis, mais d'après les maisons autour, c'était plutôt l'Angleterre, etc. Bon. Euh, Par contre, voilà, je dois me lever, il faut que je fasse ceci. À 10 heures, je dois aller à la poste parce que j'ai plus de timbre. Et après, il faut que je commence à écrire cette chronique que j'ai promise pour le soir même, etc. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, enfin, en tout cas, si vous avez ce schéma-là, cette manière d'opérer-là, où il faut trier un peu entre le rêve qui s'achève et la réalité qui émerge. Mais j'ai de plus en plus de mal à distinguer l'un de l'autre le matin, parce que la dimension d'absurdité caractérise aussi le monde dans lequel j'émerge. Bon, il y a une double partie. La première, c'est le monde lui-même, c'est la manière dont il est en train d'évoluer, il n'y a pas vraiment de continuité, il n'y a pas vraiment de cohérence, il n'y a pas vraiment de rationalité. Euh, et puis en plus, bon, j'ai plus de boulot depuis le début du mois d'août, et donc je me réveille aussi avec pas mal de conjectures, pas mal de suppositions. Qu'est-ce que je ferais plutôt dans la journée, ceci, est-ce que ça me conduirait ceci plutôt vers un boulot, plutôt ça, sur quoi il faut se concentrer, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui pourraient me rapporter un peu de sous, et ainsi de suite. Donc tout ça n'aide pas fort je dirais, à la cohérence du tout, et je prends sans doute quelques minutes supplémentaires à trier le réel du rêve lui-même. J'espère que vous ne partagez pas ce sentiment qui est relativement inconfortable. Mais pour ce qui est de la partie du monde lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai parlé l'autre jour, c'était quoi, avant-hier, d'un film que j'avais vu, euh, qui s'appelle The Big Short. Et voilà, c'est un film qui sort en ce moment sur les écrans. Il est excellent, il faut absolument aller le voir. C'est un film sur la crise des subprimes. Il y en avait déjà un tout à fait excellent. Il y avait un documentaire qui était pas mal fait du tout, qui s'appelait Inside Job. Mais aussi, il y a eu un film de fiction qui s'appelait Margin Call, qui est tout à fait excellent, qui est spécifiquement sur la chute de Lehman Brothers. En fait, voilà, ceux qui ont rédigé le scénario ont mis sur une seule nuit ce qui s'est passé quand même sur plusieurs semaines dans le cas de la compagnie, de la banque d'investissement Lehman Brothers. Mais enfin, c'est très très bien fait, il n'y a pas d'erreur de fait, si ce n'est la compression du temps. The Big Short, excellent film de Adam McKay qui nous avait plutôt amusé précédemment. Ça a été fait à partir du livre de Michael Lewis qui s'appelle The Big Short. C'est sorti en 2010. Et sur quoi je voulais. J'ai fait une remarque dans mon petit texte sur la différence entre le livre et la manière dont le film est fait. Les informations sont à peu près les mêmes, mais il y a un parti pris du film qui n'est pas celui du livre. Le livre est un livre, je dirais, moral, où on distingue les bandits des autres, de ceux qui sont honnêtes. Mais on parle d'un grand nombre de personnes, et en particulier on parle de personnes qui ont parié sur l'effondrement du système. Et le film, lui, il met l'accent sur les héros du film, ce sont des gens en fait qui parient sur l'effondrement du système. Et là, je fais une petite remarque dans mon compte rendu en disant, parce que mon ami qui était avec moi là au cinéma me dit, pourquoi t'as pas fait pareil? Et je lui dis, je lui réponds avec, comment dire, avec bravade. Je lui dis, parce que moi je suis Paul Jorion. Et ce que je veux dire, c'est
donc moi, enfin, si je suis monté au créneau là, dans le secteur subprime, si je suis allé monter au front, c'était pour dénoncer ce qui était en train de se passer. Et alors, vous le savez sans doute, je me retrouve avec au printemps 2005, je me retrouve avec un manuscrit d'un bouquin qui finit par paraître vers la crise du capitalisme américain. Je regardais la date, les dates qui sont indiquées. Et les dates, c'est voilà, dépôt légal décembre 2006 non, pardon, imprimé en décembre 2006, publié en janvier 2007. Et donc, il est en librairie en janvier 2007 et la crise commence à se développer. Pour le milieu de la finance, il est clair que la crise est présente à partir du mois de février 2007 et c'est à ce moment-là que je débute le blog en parlant justement de l'écroulement du prix des titres subprime. Premier grand événement, c'est au mois d'août de 2007 quand un représentant de la banque française, BNP Paribas, annonce qu'il n'y a plus de prix pour ces obligations, c'est-à-dire qu'on ne les vend plus, on ne les achète plus, et le processus d'effondrement se précipite. Alors bon, j'ai l'habitude de dire, quand on me dit pourquoi vous avez fait ça, je dis c'est parce que je voulais être témoin. Quand j'ai commencé à discuter de tout ça avec des amis, dont un particulier qui nous proposait de parier sur l'effondrement. Je travaillais chez Wells Fargo. Wells Fargo, c'est une grosse banque, voilà, c'est la banque du Far West, la banque des diligences. Là, on ne faisait pas de ce prime, on faisait du prime, c'est-à-dire on travaillait avec des gens dont il était clair qu'ils pouvaient rembourser leur prix. Et je quitte cette banque, je travaille pour un moment dans le secteur du prêt, du crédit à la bagnole d'occasion, et ça c'est un truc absolument mafieux, je le quitte, et j'ai une bonne indemnité, et avec cette bonne indemnité, je me dis, il faut écrire un livre sur la crise des subprimes qui était en train de se faire. Et à ce moment-là, je ne travaille pas du tout encore dans le secteur subprime. J'ai travaillé quelques mois, c'est en 98, j'ai travaillé dans le secteur subprime pendant quelques mois en 98 et après je suis passé à des choses un peu différentes. J'ai travaillé en particulier après pendant plusieurs années chez IndyMac qui fait du Alt-A. Alt-A, c'est pas vraiment du subprime, c'est apparenté, mais enfin bon, et ça s'effondrera aussi, mais c'est pas vraiment du subprime. Et quand j'ai terminé mon manuscrit au printemps 2005, j'ai toujours pas travaillé dans le subprime. Et j'essaye de placer mon manuscrit, de le faire publier, et j'arrive absolument pas. J'envoie ça à des éditeurs français. Pourquoi je l'écris en français avec une petite remarque? Et là, bon, je l'ai expliqué dans un petit papier que vous pouvez trouver sur le blog et qui fait partie d'un roman que j'écris aussi à la même époque. J'essaie de ne pas perdre le français parce que je perds le français. Je sais que je perds le français. Je ne l'ai pas encore tout à fait récupéré, comme vous pouvez le remarquer dans mes vidéos d'ailleurs. Il y a encore une forte influence de l'anglais qui transparaît à tout endroit. Mais là, je suis en train vraiment de le perdre. Je parle à personne en français depuis des années et j'en perds absolument l'usage. Et donc, voilà, je m'exerce à continuer à ne pas perdre la langue française, qui est pas ma langue maternelle, vous savez, peut-être, c'est le néerlandais. Ma mère était hollandaise, mais bon, je suis allé à l'école en français, c'est vraiment, c'est la première langue que j'ai vraiment, je dirais, maîtrisée convenablement. Voilà, et donc c'est pour ça que je l'écris en français. Et quand on me demande maintenant, bon, je dis je voulais témoigner ou je voulais dénoncer. Mais il y avait plus que ça, et c'est ça que je voudrais vous parler. Non, je voulais empêcher que ça se passe. Je voulais quand même empêcher que ça se passe. Je voulais que mon bouquin paraisse le plus vite possible et qu'il ait une influence sur le cours des événements. Bon, alors j'étais pas le seul, j'étais pas seul à dire que ça se passait comme ça. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être pas. Il y a un bouquin, voilà, ça c'est de monsieur, voilà, Subprime Mortgages, America's Latest Boom and Bust, et c'est écrit par monsieur, il faut montrer bien, voilà, c'est écrit par monsieur Edward M. Gramlich, qui est un gouverneur régional de la Federal Reserve, de la Banque fédérale américaine. Et ce livre-là, finalement, il n'a pas de chance, lui non plus, parce que je regardais la date, lui, il arrive à publier ça en juillet 2007. Voilà. Alors là, pour les financiers en tout cas, la crise est déjà, elle bat son plein déjà.
Ceci dit, ça fait un moment qu'il gueule, lui aussi. Moi, bon, moi je gueule depuis un moment, mais j'ai pas, voilà, je suis pas écouté comme Monsieur Gramlich quand même. J'ai un article qui est publié dans la revue du MOS, dans un numéro daté de 2005. Mais lui, bon, lui, il parle de ça depuis un moment. Alors voilà, je vais vous montrer ça. Ça, voilà, c'est la première page d'un discours de Monsieur Gramlich. Remarks by Governor Edward Gramlich, Subprime Mortgage Lending Benefits, Costs and Challenges, et c'est daté, vous le voyez, du 21 mai 2004. 2004. Bon, c'est l'époque où moi je commence vraiment à écrire là-dessus aussi. Et là, il commence déjà, ce monsieur commence à gueuler, et on sait ce qui s'est passé. Il en parle en particulier. Ben, monsieur Greenspan est à la tête de la Federal Reserve à ce moment-là, et monsieur Greenspan ne réagit absolument pas. Il lui répond que, eh bien, que l'autorégulation des marchés va s'occuper de ça et qu'il n'y a pas de véritable problème. Et voilà, ce qui se passe, c'est qu'il publie donc ce livre, voilà, ce livre où il dénonce véritablement les subprimes, où il y a pas mal de chiffres. Et bon, je ne peux pas l'utiliser, ce livre, dans mon bouquin, moi, puisque mon bouquin est déjà paru, mais il y a un certain nombre de tableaux en particulier qui se trouvent dans des conférences, des speeches, des allocutions qu'il a pu faire précédemment. Et donc, lui et moi en particulier, il y a quelques autres personnes qui parlent de ça. Il y a M. Roubini, il y a M. Godley. Moi, je dirais que Roubini, Godley, Gramlich, moi-même, il y a des tas de gens qui se sont découverts avoir prédit la crise des subprimes par la suite, et donc il n'y a pas beaucoup de preuves. En particulier ce monsieur qui participait à une émission, un Américain qui participait à une émission sur France Culture, où je me trouvais avec monsieur Ivar Ekeland pour parler de ses prévisions d'effondrement, etc. Et ce monsieur dit, lui c'est un monsieur qui dit qu'il a prévu la crise de ses subprimes, mais il y a trace de ça nulle part. Il y a aussi des gens qui, dans un article d'une page ou de 2 pages, disent ça ne peut pas durer, il est possible qu'il se passe des choses. Enfin bon, c'est pas. Voilà, le livre là, vous le voyez, bon, ouais, il y a quoi? Il y a 250 pages, il y a une certaine épaisseur. Vous voyez aussi, bon, il s'appelle Vers la crise du capitalisme américain. C'est pas du tout le titre que je lui avais donné. Je l'avais appelé La crise du capitalisme américain. Mais donc, quand on finit par le publier en France, on ne veut pas l'éditeur ne veut pas se mouiller et il appelle ça, il met une forme interrogative. Mais bon, donc voilà, Monsieur Gramlich, Monsieur Roubini, Monsieur Godley, qui lui aussi est mort assez rapidement et donc on ne parle pas beaucoup de lui comme ayant prévu la crise des subprimes. On n'est pas là comme les héros du film de Big Short pour essayer de faire de l'argent sur l'écroulement. On est là pour dire que ça va mal et qu'il faudrait procéder autrement. Avec la plupart de ces gens, bien entendu, ayant des audiences, des gens qui les écoutent, qui ne sont pas du tout de l'ordre de ce que moi je peux faire, qui est vraiment de l'ordre de créer dans le désert et d'essayer de faire que mon manuscrit soit publié. Et donc c'est une autre affaire. Nous sommes là pour essayer d'empêcher quand même que ça se passe. Monsieur Gramlich est en bonne position pour le faire. Il est gouverneur quand même, un des gouverneurs régionaux de la Banque centrale américaine, mais il n'est absolument pas écouté. Et il meurt quelques mois après la publication d'un cancer, après la publication de son petit livre. Voilà. Alors ça, ce sont, je dirais, quelques idées qui sont venues après avoir fait ce petit billet. En fait, c'était hier matin, j'ai fait ce petit billet sur le film. C'était un compte-rendu du film, mais j'ai voulu, avec un peu sur le mode de leçon de choses, en vous montrant quelques documents, quelques livres de l'époque, d'essayer de mettre, je dirais, un peu en perspective ce que j'ai essayé de faire moi personnellement pour la crise des subprimes. On me lit davantage maintenant. Est-ce qu'on tient davantage compte de ce que je dis? Là, j'en ai parlé il y a quelques semaines, j'ai l'impression que non, sauf peut-être quand j'ai l'occasion, comme quand on m'invite, comme dans ce haut comité sur l'avenir du secteur financier belge, qui va produire un rapport qui est à titre purement consultatif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation morale
pour le ministre d'en tenir compte d'une manière ou d'une autre pour les décisions qu'il va prendre. Mais ceci dit, et ça je l'avais souligné dès le départ, et ça je l'ai compris tout de suite dans les premières réunions, il serait quand même très difficile pour le ministre, non pas, je dirais pour des raisons contraignantes, mais il serait très difficile pour lui quand même de prendre des mesures immédiatement en sens entièrement opposé à ce que nous proposons dans le rapport que nous avons écrit à son intention et pour son édification, comme on disait autrefois, pour informer ses décisions à venir. Voilà. Alors, bah, c'est pas comme ça qu'on change le monde, mais c'est comme ça qu'on s'exerce un petit peu, je dirais, à distinguer là où on a un effet dans ce qu'on dit et là où on n'en a aucun. Il y a le blog et vous le lisez et vous répandez ces idées, vous achetez, certains d'entre vous lisent mes livres et voilà, et les recommandent à d'autres ou bien recommandent des vidéos. Je parle de choses sérieuses comme maintenant. Alors que va devenir l'année 2016? Eh bien, quand même, je vais quand même dire un petit mot, c'est quand même une année qui débute sur de très mauvais présages. Si ça s'arrange, ce sera un rétablissement, mais tout ça, il y a énormément de nuages qui s'amoncellent et qui ne sont pas seulement des nuages dans le milieu de la finance, ce sont des nuages sur beaucoup de choses qui nous viennent du passé, des choses non résolues, la complexité qui nous dépasse, le pouvoir que nous déléguons à la machine pour faire les choses à notre place, sans résoudre par ailleurs le problème du travail dans lequel ces machines nous remplacent. Voilà, ben, on aura encore l'occasion, je suppose, de parler de tout ça en 2016. Espérons que ces nuages se dissipent un tout petit peu. Bonne année et à très bientôt. Voilà.